Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le lundi 24 avril, beaucoup de gens en vacances, mais nous sommes là, fidèles au poste, aujourd'hui pour commenter l'actualité avec Arnaud Benedetti. Bonjour, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et votre dernier livre est un livre d'entretien, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, avec Stéphane Rosès. C'est paru aux éditions du Cerf et c'est passionnant. Frédéric Fougera, président de Tenkan, bonjour. Et vous avez publié La com est un métier aux éditions Bréal Studirama, et puis vous êtes également le cofondateur d'un collectif de DIRCOM au service des DIRCOM, une agence qui s'appelle Cogiteur, une toute nouvelle agence. Cogiteur, voilà, Cogiteur. Et Geneviève Götzinger, également avec nous, présidente de l'agence Image. Vous êtes également spécialiste en communication politique. Et Christine Bouillot. Bonjour Christine. Bonjour à tous. Journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. On va revenir avec vous ce qui s'est passé dans la région, à Castres en particulier. Et ce sera dans un instant. On va parler évidemment des 1 an d'Emmanuel Macron. Quel bilan? Il souhaite se réengager dans le débat public. On a envie de lui dire qu'il serait temps. Il regrette de ne pas s'être mouillé plus. Ce sont ses termes ce matin dans le Parisien face aux lecteurs du quotidien. Et puis le mariage pour tous à 10 ans. On va parler des rodéos urbains. Bref, beaucoup de sujets encore. Christine, on va peut-être commencer avec vous justement pour faire un point sur ce qui s'est passé ce week-end. Rappelez-nous donc une mobilisation autour d'un projet d'autoroute avec pas mal une bonne mobilisation ce week-end. Oui, et surtout, tout le monde présentait ça après évidemment les événements de Sainte-Soline comme d'ailleurs, et c'était ce qu'avait dit Gérald Darmanin, que c'était un foyer de dangereux radicaux de gauche écologistes, et en fait ça s'est très bien passé. Alors ça s'est très bien passé pour 2 raisons. La première, c'est que les organisateurs n'ont cessé de répéter la semaine dernière à tous les micros, au nôtre en particulier, qu'il n'était pas question d'en faire un événement revendicatif brûlant, mais d'en faire quelque chose de festif, de familial, que c'était voulu pour ça. Rappelons qu'au départ, c'est un collectif de riverains, d'habitants du territoire qui ont mené le combat contre cette autoroute, et est venu se greffer toutes les organisations qui aujourd'hui se fédèrent au nom de cette on va dire cette entité des soulèvements de la terre, donc ce que voudrait dissoudre le gouvernement, mais qui est un petit peu plus compliqué parce qu'en réalité c'est un agglomérat de différentes associations sur l'ensemble du territoire français. Donc ça s'est bien passé de ce côté-là, et du côté aussi des autorités, il faut reconnaître que du côté de la préfecture, on a fait en sorte que certes il y avait une présence policière et gendarmerie très présente, importante, 800 gendarmes et policiers déployés, que leur présence était quasiment invisible lors du placement du cortège, et que ça s'est donc très bien terminé. Tout le monde a pu faire ce qu'il avait à faire, et ça n'a pas engendré de dégradation, de violence. Il y a eu des interpellations qui ont été faites, en tous les cas un filtrage en amont, et le jour de la manifestation, c'est-à-dire samedi, tout le monde s'est plutôt bien. Après le débat de fond, le débat de fond sur la nécessité de cette autoroute entre Toulouse et Castres pour gagner 20 minutes, est-ce qu'il est légitime? Est-ce que ce projet a un sens? Alors, je vais vous dire une chose. Moi, ça fait 20 ans que je suis ce projet, en étant à Sud Radio. Il y a 20 ans, quand on parlait de commencer les travaux et de faire cette autoroute, personne ne voyait à redire. Tout le monde disait, effectivement, il est nécessaire que Castres soit relié à Toulouse par une autoroute, comme le sont les villes d'Albi, les villes de Pamiers-Foix, Carcassonne, Montauban. Enfin, ça paraissait tellement logique. Aujourd'hui, on a changé d'air, on a changé d'époque, et les priorités sont plus les mêmes, et les habitants, les priorités en termes d'environnement ne sont plus entendables de la même façon. Voilà. Donc le sujet, j'écoutais, pardonnez-moi, mais Clément Beaune, qui était ce matin chez nos confrères d'une radio publique, qui expliquait que visiblement ils allaient revoir, pas de fond en comble, mais ils allaient rediscuter cette autoroute. Donc ça veut bien dire que on voit bien l'embarras aujourd'hui des autorités d'avoir si longtemps traîné. Les partisans ont été assez peu entendus, en tous les cas entendables. On a eu du mal à les faire causer, comme s'il y avait une forme de gêne autour de ça. Et donc c'est un sujet qui, dans le climat aujourd'hui que l'on connaît, est très difficilement acceptable par l'ensemble. Parce que quand on va sur le terrain, comme on a tous fait, on se dit mais c'est vrai quelle folie de faire une autoroute là, on pourrait peut-être faire autrement, par exemple. 53 mais on n'y vit pas. Des arbres, des arbres abattus. Et effectivement, vous le disiez. Alors
ça pose la question de savoir aujourd'hui si on peut. Aujourd'hui, c'est très compliqué quand il y a des travaux, effectivement, des choses qui sont envisagées. Tout ce qui est autour de l'écologie, entre autres, se mobilise. Peut-être une réaction, Frédéric Fougera, vous avez suivi, j'imagine. Deux réactions. D'abord, Christine dit que tout s'est bien passé, c'est effectivement formidable, probablement grâce au fait que les organisateurs de la manifestation, il y a eu beaucoup de dialogue avec la préfecture de police. Malheureusement, ça suffit pas toujours. Quand il y a des casseurs qui viennent pour tout bousiller, quels que soient les bons préparatifs, ça ne suffit pas. Mais bon, c'est très heureux que ça puisse se faire comme ça. Ensuite, sur les questions d'aménagement du territoire, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a ceux qui attendent de cet aménagement pour leur activité économique, pour leur confort, et donc ils y sont forcément favorables. Et puis il y a tous ceux qui ont une autre vision et qui y sont plus souvent défavorables. Donc, très compliqué de satisfaire toutes les parties et de construire sans détruire, c'est très compliqué. On dit 53 km pour 20 minutes de gain de temps, c'est c'est peu pour certains, c'est beaucoup pour d'autres. Voilà. Et découper des arbres pour en replanter, on sait très bien que l'efficacité n'est pas la même. Non, mais je crois que Christine a dit ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'en la matière, la difficulté, c'est que c'était un projet qui a été initié il y a de très nombreuses années, il y a quasiment 3 décennies en l'occurrence, donc c'est peut-être plus un projet qui est adapté finalement aux attentes du jour. Moi, ce que je veux noter quand même par rapport à ce qui s'est passé ce samedi, c'est que en effet, ça s'est bien passé. Il faut noter qu'on était dans un schéma qui était un peu différent de celui que l'on avait connu dans les Deux-Sèvres, c'est-à-dire il y a 3 semaines, un mois, avec ces violences particulièrement intenses qui avaient bousculé les médias et les forces de l'ordre, en l'occurrence, c'est que il y avait beaucoup d'élus. Là, il y avait beaucoup d'élus locaux. Donc on était quand même dans un contexte qui était très différent. Et moi, ce qui me surprend, c'est quand même, c'est vrai qu'il y avait un déploiement policier très important, mais on n'était vraiment pas dans le même type de culture, me semble-t-il, que celui qu'on a connu dans les Deux-Sèvres. La configuration géographique aussi fait qu'on n'est pas en ville, que le risque de destruction est différent aussi. Enfin, dans les Deux-Sèvres, on n'était pas en ville non plus. Non, c'est vrai, vous avez raison. Non, et c'était aussi la présence qui était assez étonnant. Enfin, en tous les cas, ce qu'on a tous vu d'entrée, c'est que on ne voyait pas les forces de gendarmerie. Elles n'étaient pas visibles. C'est-à-dire, on en a vu quelques-unes autour de l'usine de Pierre Fabre, qui est installée, à moins de 500 mètres du campement. Le campement, lui, se tenait, et les organisateurs s'étaient aussi engagés à ne pas rester. C'est-à-dire que c'était une opération qui durait ce week-end, et il y a comme ça des opérations qui vont être menées maintenant au mois de mai du côté de Rouen. Donc en fait, il y a une espèce d'essaimage de cette cause autour des infrastructures et de l'environnement. Et tout le monde a changé un tout petit peu sa doctrine. Et très honnêtement, pour être précis, c'est que les organisateurs ne voulaient pas des éléments radicaux. Absolument. À l'intérieur de leur mouvement. Ils ont été très clairs là-dessus. On sentait qu'ils étaient très gênés quand on leur en parlait. Mais ils ont aussi fait passer les messages que tous ceux qui venaient pour en des coups n'étaient pas les bienvenus. Ça n'a rien à voir avec Sainte-Soline. Non. Venu pour casser. Pardon, je parle de micro. Sainte-Soline, il y a une volonté de venir là pour casser et pour se faire les forces de l'ordre aussi avec une extrême violence. Là, c'est juste une cause qui est portée normalement avec la présence d'élus. Après, oui, je suis d'accord avec Arnaud. Ce qu'a dit Arnaud. Le décalage dans le temps entre une prise de décision et l'application fait qu'entre-temps, les mentalités évoluent par la force des choses. Et aujourd'hui, ce qu'on considérait acceptable et même nécessaire il y a 3 décennies ne l'est plus. Allez, on va marquer une pause. On se retrouve, on continue notre tour de table. On va rester dans la ruralité, comme on dit, avec vous, Geneviève, et votre coup de gueule. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h. Alors on continue notre tour de table avant de parler des 1 an d'Emmanuel Macron. Geneviève, c'est un coup de gueule? Oui, sur la loi Rist, en fait plutôt sur ses conséquences. On a encore vu ce week-end. Alors c'est quoi? Rappelez-nous ce que c'est que la loi Rist. Alors c'est une loi qui entend diminuer l'attractivité de l'hôpital pour les intérimaires. Donc plafonner en fait il y avait déjà un plafond de rémunération, mais que ce plafond soit réellement appliqué et y veiller de manière plus stricte. Donc l'intention est bonne. Effectivement, on s'aperçoit que les intérimaires dans les hôpitaux bénéficient souvent de rémunérations qui peuvent être considérées comme scandaleuses. Simplement, on a pris le problème à l'envers, en fait. Donc on réduit
l'attractivité pour les intérimaires de l'hôpital, mais en même temps, on résout pas le problème initial qui est celui de mieux payer les médecins et le personnel de santé. Et donc, on se retrouve avec des services hospitaliers et des urgences, en milieu rural notamment, qui sont plus en état de fonctionner, puisque du jour au lendemain, depuis l'entrée en vigueur de la loi Rist, les intérimaires ont mis fin à leur contrat de manière unilatérale. Donc, ce week-end, il y a 1200 personnes qui ont manifesté dans l'hôpital de Feurs. On était dans la Loire. Mais ça se passe un peu partout. En fait, il y a 70 hôpitaux aujourd'hui en zone rurale qui se trouvent confrontés à des systèmes d'urgence qui ne peuvent plus fonctionner, qui sont tout simplement en état de non-fonctionnement. C'est une question qui revient régulièrement et qui a eu effectivement avec cette loi cette dérive qui a complexifié encore plus les choses. C'est vraiment prendre le problème à l'envers. Alors Frédéric, vous, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, oui, j'essaie toujours d'être positif, mais qui part d'un ancien coup de gueule que j'ai tenu ici il n'y a pas longtemps. Alors pour se remettre dans le contexte, je partageais il y a quelques semaines un coup de gueule contre le retard de la France sur la question de l'accessibilité, j'en parle souvent, et l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 n'y changera rien. La France est en retard et on est déjà de toute façon en retard sur ce qu'on pourrait vouloir faire. Alors la France ne sera pas à ce rendez-vous parce que le handicap n'est pas une priorité en France. On peut se raconter ce qu'on veut, le handicap n'est pas une priorité en France. On en parle beaucoup, ça pour parler, pour mettre des points très anecdotiques en avant, on est très fort, mais pour agir, on n'est souvent pas là. On agit peu, on agit très peu. Alors, si l'État et les collectivités ne se bougent pas, n'inventent rien, ne se mobilisent pas, en revanche, il y a des initiatives qu'il faut saluer, qu'il faut mettre et montrer en exemple. C'est pour ça que mon coup de cœur, j'y viens. Eh bien, aujourd'hui, il va à un restaurant qui est situé à Paris, boulevard Pasteur, dans le 15e arrondissement. Ce restaurant, il se nomme La Belle Étincelle. C'est un restaurant qui emploie en cuisine comme en salle des travailleurs handicapés, des handicapés tout simplement, qui sont formés, qui arrivent en fin de formation et qui travaillent ici. Alors cette belle initiative, on peut la comparer aussi au Café Joyeux. Certains peuvent connaître les Cafés Joyeux. Il y en a déjà 15 en France, je crois, qui de la même façon emploient des personnes handicapées. Et pour revenir à La Belle Étincelle, en fait, ça va être l'objet d'une fiction dont le tournage s'est terminé cette semaine. Il y a une fiction qu'on retrouvera sur M6 à la rentrée. Donc une vraie fiction, mais dans ce véritable contexte pour montrer la beauté de cette initiative et cette nécessité de se bouger un peu les fesses pour favoriser l'accessibilité et la présence normale des personnes handicapées dans notre société. Ce qui est dommage justement, c'est qu'on les cantonne entre guillemets dans des endroits spécifiques, c'est-à-dire un restaurant où il n'y a que des handicapés. Il faudrait que ce soit partout. Il faut rappeler aujourd'hui que la première cause de non-emploiement, c'est le handicap. Quand on envoie des CV, quand il y a des comparatifs qui sont faits, la première cause, c'est pas l'origine, c'est le handicap, même le petit handicap. Mais c'est toute notre société qui doit se bouger les fesses à tous les niveaux, mais on peut aussi dire à l'inverse que les valides sont cantonnés dans la majorité des entreprises parce qu'on exclut les handicapés. Alors s'il y a des entreprises qui font des efforts, mais c'est vrai, c'est une forme de discrimination, mais il y a un moment, pour casser les choses, il faut aussi aller de l'avant, c'est une façon d'aller de l'avant. Mais on voit que la loi n'a pas fonctionné, la loi très insuffisamment. Où les entreprises préfèrent payer et où, au-delà des belles paroles, il se passe pas grand-chose. Et on rappelle, ce matin, il y a un grand dossier dans le Figaro. Alors sur les Jeux Olympiques, on ne sera pas prêt, nous dit entre autres Frédéric Pechnard, chargé de la sécurité, en ce qui concerne la sécurité, mais sur le handicap, je ne sais pas comment on va faire aussi. Quand on voit, moi j'ai dû prendre l'avion deux fois de suite, je l'ai dit ici, Orly, ascenseur en panne, escalator en panne, il y a un problème. Je veux dire, et les couloirs interminables, sans aucun. Il y a une partie de l'aéroport qui a été refaite. Vous avez des kilomètres de couloirs sans aucun tapis roulant. Donc les handicapés sont effectivement laissés pour compte. Sont méprisés, négligés. Pour revenir sur les Jeux Olympiques, on sera certainement parfait sur les sites. On sera certainement très correct sur le dernier kilomètre. Mais pour accéder au dernier kilomètre, rien n'aura été fait. Alors qu'il y avait une opportunité incroyable de changer les choses et de tenter de commencer à rattraper un retard. En fait, rien n'aura été fait. Bon, c'est Christine, vous êtes. Oui, non, puis il y a le handicap visible et puis il y a tous les handicaps invisibles sur lesquels on est encore plus en retard, je dirais, dans le diagnostic dès la petite enfance, avec des parents qui témoignent à longueur d'émissions de sujets pour dire qu'ils se retrouvent dans des situations complètement démunies. Mais c'est une grande cause qui aurait dû être posée sur la table avec des moyens. Ça avait tenté d'être fait, mais on voit bien que derrière ça ne suit pas.
je vais dire, ça ne suit pas, pour dire ce mot-là. Ouais. Ça ne suit pas. Qui alors, Christine, on a fait alors Arnaud, non, Geneviève aussi, oui, on en est à Arnaud. Alors, ça va peut-être permettre de faire la transition. Justement, voilà, c'est pour ça que vous avez gardé. Vous avez bien compris. Alors moi, j'ai entendu une interview de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il y a 3-4 jours, je crois, sur une radio publique, s'exprimant sur cette itinérance à laquelle s'adonne depuis maintenant une semaine le président de la République. Et il y a un mot qui m'a choqué, j'ai pas été le seul choqué, enfin, aussi m'a choqué, il faut pas exagérer, parce qu'à mon âge, je suis plus choqué par grand chose, mais enfin, qui m'a quand même surpris et qui dit quelque chose sur la façon dont nos gouvernants aujourd'hui tissent leurs relations avec la société, l'opinion publique et ce que l'on appelle parfois de manière un peu emphatique le peuple. Gérald Darmanin a dit « Ah mais le président de la République va à la rencontre de son peuple ». Dans quel monde on vit? Faut-il rappeler que le peuple, je veux dire, le peuple s'appartient d'abord à lui-même. C'est le premier principe en régime républicain. Le peuple est constitutif de la nation. Le président de la République n'est pas un monarque, quand bien même la constitution de la Ve République serait indéniablement une constitution d'inspiration monarchique, parce que le général de Gaulle l'avait voulu comme cela. Mais le général de Gaulle, lorsqu'il s'exprimait, et Dieu sait s'il avait une autorité et une histoire qui, d'une certaine façon, aurait pu l'autoriser et même à tenir ce type de sémantique, n'utilisait jamais ce type de sémantique. Il parlait du peuple, il parlait du vieux pays, il parlait de la nation, mais jamais il n'aurait été effleuré de s'exprimer de la sorte. Mais ça veut dire quelque chose sur la façon dont finalement une partie des élites dirigeantes, et ce qui est vrai pour Emmanuel Macron, l'a été aussi pour d'autres gouvernants par le passé et d'autres majorités, c'est que s'est installée dans ce pays quand même une coupure de plus en plus profonde entre le peuple et les dirigeants. Et cette coupure, elle est pas seulement du fait du peuple qui n'a plus confiance dans ses dirigeants. Toutes les études d'opinion le montrent depuis un certain nombre d'années. C'est, j'allais dire, une constante que les baromètres démontrent. Mais c'est surtout qu'il y a une méfiance, une grande méfiance, qu'on le veuille ou non, de la part des dirigeants dans le peuple. Et la difficulté, c'est que si vous voulez, dans un régime qui est un régime démocratique, dans un régime qui est un régime républicain, on en reviendra certainement tout à l'heure là-dessus, c'est que la légitimité procède d'abord du peuple. Et la qualité de la relation ne peut se nouer qu'à partir du moment où, finalement, il y a une forme, j'allais dire, d'horizontalité qui se dessine entre les dirigeants et la société. Et ce qui est quand même assez surprenant de la part de Gérald Darmanin, qui est quand même plutôt un élu qui connaît le terrain, qui a une certaine patte humaine, manifestement, au regard de son parcours, c'est qu'il puisse, je veux dire, se laisser aller à utiliser des expressions qui vont, d'une certaine façon, renforcer ce sentiment de coupure qui existe aujourd'hui entre de larges segments de l'opinion et nos dirigeants. Ça vaut pour Emmanuel Macron, mais encore une fois, je pense que c'est un mal qui vient de beaucoup plus loin, et que Macron n'est que d'une certaine façon, j'allais dire, le produit ou le syndrome de cette coupure aujourd'hui qui existe. Ça traduit quelque chose aussi de l'inconscient peut-être de Gérald Darmanin quand il dit ça. Ah, certainement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les dirigeants, il faut être clair, les dirigeants ne sont pas propriétaires de leur peuple. Par contre, les dirigeants politiques ont des devoirs et des responsabilités vis-à-vis du peuple. C'est comme ça que ça se passe en démocratie. Geneviève, vous disiez que vous aviez été choquée vous aussi par cette phrase. Non, mais totalement. Mais j'ai bondi en voyant cette phrase. Ça m'a. Oui, j'ai bondi. Ça traduit effectivement une coupure et une déconnexion absolument totale. On parle pas comme ça en France. Mon peuple, c'est monarchie ou république bananière. A priori, on n'est ni dans une monarchie, ni dans une république bananière. On est dans une démocratie représentative. Donc, effectivement, nos élus ont un mandat pour nous représenter, mais on n'est pas leur peuple. Non. Donc, c'est une formule extrêmement choquante. Oui, le directeur de la com, Frédéric Fougera, dirait quoi à son client? Je serais plus modéré. Oui, c'est choquant. La formule est malheureuse. Je pense que ça relève quand même plus d'une faute, d'une erreur de communication, même pas du lapsus, parce que lapsus, ça veut dire qu'on le pense, mais on n'aurait pas dû le dire. Je pense que ça, c'est avant tout une erreur, une erreur de communication, ça sans aucun doute. De là et aller faire un gros procès d'intention, peut-être qu'on va un petit peu au-delà nous-mêmes de l'intention. Ça traduit une déconnexion. Christine Bouillot.
Moi, pardonnez-moi, mais je découvre effectivement cette phrase. Je l'avais pas vu écoutant. Et c'est étonnant parce que il suffisait de remplacer mot peuple par français, ça passait, tout simplement. Bah oui, justement, c'est que c'est donc ça veut dire que dans c'est peut-être un signifiant, plus loin, signifiant de quelque chose. On va marquer une pause et on va revenir avec vous pour évoquer ces 1 an d'Emmanuel Macron, enfin un an de second mandat. Quel bilan? Il souhaite se réengager dans le débat public, et puis ces mots qu'il a employés: je ne me suis pas assez mouillé, je veux me réengager. Les mots ont un sens. On y revient avec vous. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h, avec Arnaud Benedetti, Geneviève Gotzinger, Frédéric Fougera et Christine Bouillot, le chef de l'État. Donc, quel bilan faire pour de l'action d'Emmanuel Macron 1 an après sa réélection? Il est au plus bas dans les sondages, mais comme le disait Frédéric Dabi, tous les présidents ont connu cette baisse de popularité. Ce que nous soulignait Frédéric Dabi la semaine dernière, c'est vraiment l'hostilité qui est un petit peu différente de celle qu'ont pu connaître d'autres présidents de la République, de défiance qu'il n'avait pas lui identifié à ce point-là. Ce matin, il accorde une grande interview aux Parisiens dans laquelle il revient sur un certain nombre de sujets, et entre autres sur les retraites. Je ne me suis pas assez mouillé, je vais me réengager dans le débat politique. Donc ça correspond peut-être à sa déambulation. Je vous vois froncer les yeux, Arnaud Benedetti. Non, je suis surpris parce qu'il dit je ne me suis pas suffisamment mouillé, mais moi j'ai l'impression qu'on l'a beaucoup entendu quand même sur les retraites. Pas trop sur les retraites. Ouais, enfin bon. Mais si vous voulez, ça traduit là aussi, à mon avis, ça traduit quand même un problème, c'est qu'il considère que les Français ne comprennent pas. La réalité, c'est que les Français, on peut ou ne pas être d'accord avec cette réforme. Je pense qu'ils ont très bien compris quel était le contenu de cette réforme. Donc là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de. Non, mais je veux dire, ils ont. Globalement, je pense qu'il y a une communication très évolutive. Oui, il y a une communication évolutive, mais si vous voulez considérer que tout est un problème de pédagogie, à mon avis, constitue une erreur. À mon avis, c'est pas une question de pédagogie. Aujourd'hui, il y a un style de gouvernement qui manifestement a du mal à imprimer, voire parfois suscite une forme d'hostilité. Il y a une pratique du pouvoir également qui, sur le fond, suscite aussi une forme d'opposition, enfin plusieurs formes d'opposition. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à un moment donné, il y a très peu de remise en cause de la part d'Emmanuel Macron, même si dans cette interview, il reconnaît avoir eu une phrase, je ne sais plus laquelle, maladroite. Ceux qui ne sont rien. Ceux qui ne sont rien. Mais bon, c'est quand même il dit que c'est une faute. un sujet c'est le seul mea culpa, pardon. Sur le fond, il y en a une deuxième, peut-être. La deuxième, c'est sur le fait de ne pas avoir installé l'idée que la réforme était essentielle, et donc quand même sur la question de communication, en ayant un discours variable sur d'un côté une réforme de justice, puis après une réforme budgétaire, et du coup on ne sait pas une réforme de quoi. Oui, mais la réalité, c'est déjà un très mauvais préambule. Oui, tout à fait. Mais la réalité, c'est qu'en fin de compte, si vous voulez, encore une fois, on en revient au sujet peut-être précédent, c'est que je pense qu'il fait une interprétation du résultat des élections qui correspond à ses intérêts, mais qui ne correspond pas à la réalité de la situation du pays. C'est que les Français ont élu Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Ce que je dis là est d'une banalité absolue, mais ne l'ont pas forcément élu pour qu'il mène cette réforme des retraites. Et lui, il considère qu'il a été élu pour mener cette réforme. Il a un mandat, à mon avis, qui n'est pas aussi clair qu'il veut bien l'interpréter. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les Français, 2 mois plus tard, lui ont envoyé une Assemblée nationale qui était une Assemblée nationale qui ne lui donne pas de majorité et qui le contraint fortement. Oui. Alors, d'accord à Arnaud, effectivement, les Français ont élu Emmanuel Macron essentiellement pour faire barrage à Marine Le Pen. On est d'accord là-dessus. Est-ce que ça implique que pendant 5 ans, Emmanuel Macron ne doive pas appliquer le programme qu'il a porté quand même pendant l'élection présidentielle? Est-ce que ça implique que pendant 5 ans, on doit être dans une espèce d'attentisme parce qu'il aurait été élu par défaut uniquement pour faire barrage à Marine Le Pen? C'est quand même une vraie question, parce que sans ça donne un Jacques Chirac qui effectivement sort très populaire parce qu'il n'a rien fait pendant 5 ans. Et ça, c'est peut-être pas possible. D'ailleurs, il n'a pas toujours été très populaire, mais il n'a pas fait grand-chose. Donc, est-ce qu'on peut se permettre aussi 5 ans de statu quo? Et est-ce qu'on pouvait se le permettre, par exemple, en matière de retraite? La question se pose. Après, moi, par rapport à cette interview, par rapport à cette interview, ce qui est intéressant en creux, c'est qu'il a quand même l'air de dire de manière subliminale que quand lui-même, personnellement, ne monte pas au créneau et ne mouille pas la chemise, finalement, ça marche pas. Donc, ça semble dire que le gouvernement n'a peut-être pas été
tout à fait à la hauteur, notamment Elisabeth Borne, dont il parle très peu. Quand même pas un soutien excessif à sa première ministre. Oui, voilà, c'est lui qui les nomme. C'est lui qui les a nommés. Christine Bouillon. Ça fait penser à une métaphore, enfin, en tous les cas, on va dire une interview d'un président d'un club sportif dont les résultats sont pas forcément optimales et qui dit tout le mal qu'il pense de son équipe, tout en disant du bien ouvertement aux journalistes. Donc ça sent en général très mauvais pour le président ou le manager général qui est en place. Moi, j'ai lu l'article effectivement quand il est sorti hier. Il a décidé d'être au contact des Français, qu'il faut expurger cette colère qui est sous-jacente parce que les Français ont pas bien compris, plutôt on leur a mal expliqué, dit-il. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris, la réforme des retraites. Donc les ministres visiblement qui étaient là pour mener ce projet nous ont pas bien expliqué aux 9 organisations syndicales qui ont à peu près toutes compris la même chose, combien ce projet était important. Donc voilà, il y a une sorte de volonté de reprendre la main, de nous dire qu'il sera sur le terrain, que ça va se faire de manière un petit peu... On annonce encore 2 déplacements cette semaine, et puis vous noterez aussi que ça sort aujourd'hui pour son premier anniversaire de son second mandat, mais que le Parti Renaissance ne fêtera, lui, que son accession à l'Élysée de 2017. Il fera ça le 7 mai. Donc il y a une forme avec une campagne de communication pour dire tout le bien qui a été fait, c'est ce que dit l'opinion ce matin. Donc on sent quand même que aujourd'hui le président de la République a décidé de reprendre le dossier de la communication globale à son compte. Que fait et que peut faire Elisabeth Borne dans tout ça? Je suis curieuse. Mais pour revenir sur le bilan et sortir un peu des retraites, quel bilan en un an en économie? Il y a eu effectivement des promesses tenues, mais on voit ce qui s'est passé dans le dialogue social. En société, il n'y a pas eu grand-chose de concret. L'environnement, bon... Je ne sais pas, est-ce que vous voyez des choses concrètes en termes de sécurité? Il y a eu des mesures, il y a eu des annonces comme il y a eu des mesures sur le pouvoir d'achat en tout début de mandat qui ont été votées d'ailleurs par une partie de la droite. Mais c'est vrai que le problème, c'est que si vous voulez, son agenda politique aujourd'hui, son agenda réformiste, c'est un agenda, encore une fois, que l'opinion publique ne valide pas forcément. Donc, ce qui rend d'autant plus difficile son exercice. Mais juste un point sur l'exercice dans lequel il se lance. En fait, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut rééditer ce qu'il a fait au moment de la crise des Gilets jaunes. Sauf que il y a une différence fondamentale par rapport à la crise des Gilets jaunes. D'abord, la crise des Gilets jaunes, il ne faut jamais oublier qu'il avait reculé. Premier point. Il avait cédé sur la taxe carbone et l'augmentation de la taxe carbone. Donc ça, c'est un premier point. Là, on est encore quand même dans une séquence de bras de fer avec les syndicats. Le deuxième point, c'est que une différence fondamentale, juste une petite différence, c'est qu'il avait 1 an de mandat en 2018, il en a 6 aujourd'hui. Vous avez des traits psychologiques qui se sont profondément, j'allais dire, ossifiés dans l'opinion publique concernant Emmanuel Macron. Et le troisième point, c'est celui sur lequel on revenait, il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Son premier mandat a été sauvé par le Covid, soyons clairs. Il est sorti de la crise des Gilets jaunes. Le Covid a bloqué quand même... Covid et Ukraine. Qui a certainement aidé à sa réélection. Le Covid et cette espèce de paralysie, de mise entre parenthèses de la vie politique du pays, il a permis de sortir par le haut de la... Si, quand même. Si, il l'a pas si mal géré. In fine, sur le moment, on se disait qu'il y avait des erreurs de communication, on parlait des masques, des vaccins, etc., etc. Et puis finalement, après coup, on se dit que ça n'a pas été si mal géré que ça. Oui, Frédéric. Valérie, je voudrais revenir sur la question de départ sur le réengager le débat public. Je n'anime pas l'émission, mais j'avais un petit mot à dire sur le sujet. J'ai fait tout en même temps. J'ai fait le réengagement et le bilan. Alors réengager. Et je voulais aussi rebondir sur ce que venait de dire Christine sur la stratégie de communication, parce qu'on a souvent tendance à confondre la stratégie de communication et la tactique. La stratégie de communication, on l'a dit, c'était installer l'idée que la réforme était essentielle, et ça, c'est un message qui est certainement pas passé, et ça, c'était la réflexion. Après, il y a la tactique de communication, et elle, c'était plutôt à anticiper comme une gestion de crise qu'il faut savoir anticiper, il faut savoir cartographier tous les risques et les différentes parties prenantes, les besoins, les envies des parties prenantes, et notamment une ou des oppositions qui allaient jouer sur toutes les émotions, donc réflexion contre émotion. Et sur la pure partie réengager le débat public, d'abord, on peut se poser peut-être une question, c'est est-ce que le débat qui n'a pas eu lieu pendant l'élection présidentielle, est-ce qu'en fait ce débat-là on l'a pas depuis 1 an, et que chaque grand sujet, peut-être pas les petites réformes mais des grandes réformes comme celle des retraites, est-ce que ça va pas être le moment de faire ce débat présidentiel qui n'a pas eu lieu, et
Moi, je trouve assez quand même ironique le fait de parler de réengager le débat public, parce qu'en fait, on a quand même un président de la République qui intervient tout le temps sur tout. Alors c'est vrai, moi je trouve que je fais partie de ceux qui pensent que sur la réforme des retraites, il a quand même été relativement discret et silencieux, alors que dans le même temps, il fait des annonces qui souvent devraient être réservées à des ministres sur l'éducation nationale, sur la santé. Parfois c'est lui qui vient annoncer un petit sujet, et là on se demande pourquoi il ne laisse pas l'espace médiatique à ses ministres, pourquoi il le prend. Et là il a été quand même relativement absent sur celle des retraites, en mettant la première ministre en avant, qui porte le nom de cette réforme alors qu'elle est défendue par le ministre du Travail, mais beaucoup d'incompréhension et d'illisibilité. Alors reprendre la main, c'est ce qu'il essaye de faire, c'est souvent là où il est bon, mais réengager le débat public après après les conventions collectives, pas les conventions collectives, pardon, les conventions citoyennes. Qui n'ont pas forcément laissé une trace non plus très compréhensible ou très probante, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de décisions qui en sont issues. Si c'est pour recommencer là-dessus, ça peut être compliqué de réengager le débat. Plein de petits débats, c'est plus de grands débats, mais des petits débats. C'est ce que j'ai compris. Ça va peut-être pas faciliter la lisibilité non plus. Peut-être des petits débats sur des petits sujets. Sur des grands sujets, mais des petits débats. Oui, concernant les futurs projets, on a compris aussi que dans le discours de la Première ministre, elle voulait maintenant trouver des majorités par projet. C'est-à-dire qu'en fonction du sujet qu'on va mettre sur la table, on va essayer de trouver une majorité par projet. Et là, dans l'interview du président de la République, on sent très clairement, donc maintenant, la loi immigration ne se fera plus par petits bouts, donc maintenant elle revient dans son esprit en un seul bloc. Il dit je ne veux qu'un seul et même texte, donc il faut donner des garanties certainement à la droite là aujourd'hui pour pouvoir faire passer ce texte-là. Donc on sent qu'il va y avoir quand même on va dire un sujet de questions au Parlement et le rôle des parlementaires dans tout ça. On peut se poser la question de comment ça va se dérouler l'après-retraite, l'après-débat des retraites. Voilà. Il n'y a pas de majorité, tout simplement. Non, mais si vous voulez, moi je pense que là où il commet une erreur, c'est qu'il croit que le problème qu'il a avec les Français est un problème de communication, alors que c'est un problème politique. Fondamentalement, c'est cela. La réalité, c'est que non seulement il se retrouve sans majorité, mais c'est qu'il aurait des réponses politiques pour sortir de la crise. Mais c'est des réponses politiques qui ont tout un coût extrêmement fort sur le plan politique. La réponse politique c'eût été d'aller au référendum. Il n'ira pas au référendum. Il ne veut pas entendre parler de démocratie directe. La réponse politique, c'était d'une certaine manière éventuellement repenser son gouvernement. Il ne l'a pas fait. Il aurait pu très bien annoncer un réajustement en termes d'équipe gouvernementale. Il ne l'a pas fait. On imagine bien qu'il va le faire, mais on ne fait pas ça à chaud. Il va le faire d'ici l'été. Oui, mais c'est encore une fois. Mais ça veut dire c'était une dissolution. Il ne le fera pas. C'est que je pense qu'il n'a pas pris la mesure, ou qu'il feint de ne pas prendre la mesure de la grave crise démocratique, comme a dit Pierre Rosanvallon, que nous traversons. Et toutes les finalement un idéologue, je vous rappelle. Un idéologue. Oui, qui ramenait un rôle, un idéologue. Mais c'est intéressant parce que ce qui s'est passé avec Rosanvallon et ce qui se passe avec la CGT est très intéressant. Parce que c'est quoi? C'est la deuxième gauche. La deuxième gauche a soutenu Emmanuel Macron lors de son accession à l'Élysée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a non seulement une crise, je veux dire, à l'extérieur de sa majorité, ça on le savait avec des oppositions qui sont très cristallisées dans la critique qu'elles font d'Emmanuel Macron, mais il a une crise interne à sa majorité. Et les propos de Rosanvallon, comme les propos de Laurent Berger, disent aujourd'hui qu'il y a quelque part une fracture qui est en train de naître à l'intérieur même de ce bloc majoritaire. Et je pense encore une fois que les réponses qui sont les siennes sont globalement insuffisantes et ne permettront pas de résoudre la crise. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. On va évoquer le mariage pour tous qui fête ses 10 ans aujourd'hui. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Ensemble avec vous, on continue un petit peu, mais je voudrais bien qu'on parle aussi du mariage pour tous, mais quelques mots encore sur l'interview du président de la République. Frédéric Fougera, vous évoquiez ses propos sur Marine Le Pen. Il a également cette phrase qui a été très remarquée sur le déni, en disant la phrase exacte, c'est Marine Le Pen arrivera au pouvoir si on installe une habitude du déni du réel. Mais qui installe cette habitude du déni du réel, si ce n'est lui? C'est lui en partie, c'est collectivement on est aussi responsable collectivement, mais la suite de la phrase aussi, c'est de dire j'ai pas de leçon à recevoir ou j'aurais fait le boulot parce que moi je l'ai battu 2 fois. Il suffit pas d'avoir fait le boulot une fois pour considérer que le boulot est fait à vie, donc voilà, chacun a à prendre ses responsabilités, mais c'est pas parce qu'on a été élu une fois que on n'a pas de leçon à recevoir des autres. Et moi j'ai pas à en donner.
Ouais. Sur cette phrase. Oui, je comprends pas cette phrase. Seulement, si vous voulez, moi, c'est la tonalité générale. Je trouve qu'il a du mal quand même à changer de tonalité, à changer de registre. Et c'est quand même une de ces difficultés, alors là, pour le coup, vraiment en matière de communication avec les Français. Si les Français, quand on regarde les études, mettent en avant, lorsqu'ils évoquent la personnalité du président de la République, des traits de personnalité comme le mépris ou l'arrogance, et manifestement, il a du mal à comprendre que même s'il ne se sent pas arrogant, ou voire méprisant, sa communication est perçue comme telle. Donc, c'est quand même un sujet en soi, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à comprendre cela. Donc lui, d'une certaine manière, il est dans une forme de déni par rapport à l'image qu'il renvoie. Si vous voulez, quand vous avez 70% des Français qui vous disent cela, c'est qu'il y a quand même un petit problème, malgré tout, de fait. Bien sûr, il y a quelque chose à corriger, il ne veut pas corriger. Mais là, il est clairement, par rapport à effectivement, la perception qu'il renvoie de lui-même, il est dans le déni absolu. Bon, maintenant... Christine, un mot là-dessus, puis on passe au mariage pour tous. Non, c'est simplement ces déplacements qui vont aujourd'hui, il faut quand même le souligner, qui vont être sous étroite surveillance. Donc alors, ce qui est paradoxal, parce que la semaine dernière, on a vécu sur Sud Radio le déplacement donc à Ganges, dans l'Hérault, avec ce service de sécurité. Finalement, la séquence qui était la plus naturelle, c'est le moment où il était à la Pérole, où il a pu rencontrer les gens. Donc je pense qu'il y aura la question de la sécurité, la question autour de ses déplacements, c'est quel Français il va pouvoir rencontrer. Là, il rencontre des électeurs du Parisien, c'est bien, c'est super. La semaine dernière, on a pu l'interroger également, mais il va multiplier comme ça les prises de parole. Mais quelque part, moi j'ai le sentiment, son gouvernement sous pression, avec des projets qui vont désormais changer de celui des retraites. Mais est-ce qu'il va retisser un lien qu'on a connu en 2017 par rapport à ce qu'il espérait? J'en doute beaucoup, vu l'état, on va dire, du lien que même les gens qui ont pu voter pour lui se disent mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette séquence des retraites, quoi. Voilà. 10 ans pour le mariage pour tous. Quand on regarde dans le rétro, et je vous conseille d'aller voir en replay le doc de Julien Belvert de Quotidien, et qu'on re-regarde les débats, ce qui n'était pas 10 ans, c'est pas si loin, et les craintes qu'il y avait sur le mariage pour tous, on est assez sidéré. On entendait la France va devenir le Las Vegas des mariages. Ça représente aujourd'hui 3% des mariages. Donc c'est une étape, c'est quelque chose. Alors on a vu des mea culpa, celui de Gérald Darmanin, de Christophe Béchu. Il y a que Éric Zemmour qui lui reste bien. Ouais, mais lui il veut pas devenir Premier ministre. Il veut pas devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron, à mon avis. Voilà, donc la différence avec Darmanin. Lui ne veut pas. Peut-être le bilan, Frédéric Fougera, 10 ans après, c'est déjà j'ai envie de dire tout ça pour ça, parce qu'effectivement cette période a été d'une violence terrible. Une violence d'abord ressentie par les personnes qui étaient mises en avant sur ce sujet, enfin les homosexuels. Donc du coup, la violence, elle était d'abord pour eux. C'est eux qui s'en sont pris plein la gueule, mais en réalité, c'était une opposition politicienne, même pas politique. Il y avait très probablement peu de gens, en tout cas parmi les élus, qui étaient contre ce principe d'égalité du mariage, mais c'était un combat contre François Hollande, et c'était une opportunité encore une fois, je parle souvent d'émotion, mais de prendre l'émotion publique et puis d'essayer soit d'alimenter, soit de faire ressortir des fantasmes homophobes. Mais donc tout ça pour ça, effectivement, les gens ne choisissent pas d'être homosexuels, donc c'est pas parce que tout d'un coup la loi permettrait le mariage entre deux personnes du même sexe que des gens vont décider de changer leur orientation sexuelle. Donc tout ça pour ça, c'est quand même une excellente loi, et enfin on a progressé sur ce point. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont fait leur mea culpa. Alors il y en a qui l'ont fait très vite, donc peut-être pas de façon opportuniste. Il y en a qui le font plus tardivement, peut-être de façon opportuniste. Je ne peux pas mettre d'intention derrière chacun, mais il y a quand même des moments où le mea culpa semble servir un intérêt, et parfois non. Il paraît davantage sincère. Et puis il y avait aussi plein de fantasmes ou plein de fausses raisons justificatifs à être contre cette loi. Alors on se disait non, mais on n'est pas homophobe, c'est comme celui qui est raciste. Bien sûr, c'est lui qui décide s'il est raciste ou pas. Je suis pas raciste, mais voilà. Mais alors on mettait ça, c'était pour protéger
l'enfance, c'était pour protéger la famille, c'était toujours pour protéger quelque chose, sauf qu'on s'occupait pas des principaux intéressés, qui étaient ceux qui étaient quand même considérés comme des sous-citoyens en France, qui aujourd'hui sont des citoyens à part entière. Mais tous les grands débats qui ont vu la société progresser à un moment ont toujours été, tous ces acquis-là ont toujours été arrachés dans la violence. Le débat sur l'IVG. Souvenez-vous de Simone Veil, cette solitude dans l'Assemblée nationale, cette force, ce courage. Donc bon, tous les grands débats ont fonctionné comme ça. Mais c'est vrai, quand on réécoute les arguments de l'époque, quand on voit que certains maires disaient « moi je ne marierai pas dans ma mairie », la manière dont il a fallu s'organiser dans certaines mairies, parce que certains élus ne voulaient pas marier de couple homosexuel, c'est incroyable. On revient quand même de très très loin. Absolument. Et bon, cette loi existe et tant mieux. Arnaud ? Oui, je partage ce que dit Geneviève, c'est-à-dire qu'en effet, il y a beaucoup de débats sociétaux qui, par le passé, ont connu comme ça des clivages très forts sur le moment et qui nous paraissent ensuite, 10 ans ou 15 ans après, totalement dépassés et totalement anachroniques. Non, moi, juste un point, parce que vous parliez tout à l'heure, Frédéric, des politiques qui aujourd'hui font d'une certaine manière leur mea culpa sur ce sujet. Moi, je suis très amusé par le fait que, je l'ai vu ces derniers jours, quelques politiques de droite faire, en effet, repentance, entre guillemets. D'ailleurs, ils ne vont pas à se repentir, in fine, de leur position. Après tout, ça fait partie de la vie. On n'a pas à être d'accord sur tout. Mais en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est que ce sont tous, les trois. J'ai vu, alors, il y avait Madame Vautrin, vous savez, Madame Vautrin, qui d'ailleurs devait être première ministre, en principe, d'Emmanuel Macron, et qui ne l'a pas été justement en raison de ses prises de position, enfin, d'après ce que l'on dit, sur le mariage pour tous, qui a dit qu'elle regrettait son positionnement. Et on voit pas mal d'hommes politiques, de droite, d'anciens républicains aujourd'hui faire une sorte d'aggiornamento sur ce sujet, ce qui en dit long aussi, alors là je sors un peu du mariage pour tous, mais ce qui en dit long sur la situation politique actuelle, c'est-à-dire que, est-ce que ça veut dire qu'à terme on va avoir un élargissement de la majorité, une tentative d'élargissement de la majorité vers les républicains, parce que en fait, en effet, sur cette question du mariage pour tous, qui est, j'allais dire, très symbolique, qui est un marqueur fort, pour finalement avoir le droit d'intégrer d'une certaine manière une majorité qui soit acceptable, est-ce que ça signifie des évolutions futures? On va le voir. Oui, Christine. Non, je trouve, j'ai rien d'autre à ajouter, sauf qu'effectivement, à l'occasion de cet anniversaire, on ressort les photos qui a été prises à l'époque des manifestations des opposants, et quand on voit les visages, je trouve que c'est des personnalités politiques de l'époque qui étaient dans ces cortèges, ça peut avoir un effet ravageur aussi, c'est-à-dire que on peut comprendre que les gens se soient peut-être trompés, tant mieux. Enfin, en tous les cas, on voit que la société s'est pas effondrée, parce qu'on prévoyait quand même un effondrement colossal de la société française. Exactement. Surtout qu'en plus, il n'y a pas eu beaucoup de mariages. Enfin, je ne sais pas quel est le pourcentage des mariages. 3% des mariages, donc c'est pas il y a plus de Pax aujourd'hui. Il n'y a pas de raison que la sexualité des gens change, parce que subitement le mariage homosexuel, mais ça n'enlève rien. Il ne va pas y avoir davantage d'homosexuels. Ça ne génère pas une sexualité différente. Un mot sur les rodéos urbains et les refus d'obtempérer, en particulier les refus d'obtempérer. Vous savez qu'il y a eu un drame ce week-end, 3 enfants, c'était des ados, dont on peut se demander évidemment qu'ils ne méritent pas d'être blessés, on ne mérite pas de mourir parce qu'on a fait une bêtise, mais ce qu'ils font à minuit sur un scooter à 3, sans casque pour l'un d'entre eux. Donc visiblement les policiers sont allés au contact, ce qui se fait en Grande-Bretagne. Donc il y a un débat qui est en train d'émerger là-dessus, en disant est-ce que les policiers doivent stopper à tout prix, ou est-ce qu'on laisse faire? Christine? Non, juste je rajouterai pas sur la scène qui effectivement, on évoque ce fait divers. Ce qui pose aussi problème dans cette histoire-là et qu'on oublie, c'est qu'il y a une tentative de dissimulation des faits de la part des policiers également. C'est problématique. Ils ont menti, effectivement. Voilà, il y a eu des gardes à vue. Alors pourquoi les ados sont-ils dans la rue à cette heure-là? Bon, je me permettrai pas non plus de juger les parents avec des adolescents. C'est compliqué, cette période peut-être. Ils avaient peut-être pas effectivement à être dehors. Mais toujours est-il qu'il y a eu une tentative de dissimulation aussi de la part des policiers, et ce qui entache le travail des policiers, qui est difficile, surtout sur des gamins, surtout sur des jeunes, sur un refus d'obtempérer, etc. Je peux comprendre, mais à ce moment-là, c'est une situation
situation qui ne peut que derrière engendrer des débats sans fin autour du maintien de l'ordre, alors qu'en réalité, très certainement, enfin l'immense majorité des policiers, quand ils voient ce genre de scène, des jeunes sans casque, et ben oui, le casque est obligatoire sur un scooter, ils sont obligés de le rappeler. Oui, mais comment on fait si effectivement il n'y a pas de, il y a peut-être un problème de formation aussi, mais ça veut dire aussi que si on sait qu'il y a une impunité, à ce moment-là tout est permis. Non, Frédéric Fougerat. Ça c'est le risque. Il y a d'une part l'impunité, et puis après il y a l'appréciation aussi du juge. Si on passe devant un juge, mais que le juge est très laxiste, donc c'est souvent là que ça pêche, parce que la loi parfois est très stricte, mais son application ne l'est pas. Donc ça c'est un premier sujet. Et puis le fait de les poursuivre ou de les toucher, il y a quand même le risque des victimes collatérales. C'est souvent pour ça que c'est souvent pour ça que les policiers renoncent, mais du coup laissent faire, et donc ça donne ce sentiment d'impunité. C'est pour ça que pour l'instant le contact tactique est effectivement interdit en France. Bon, il est autorisé à Londres, on l'a dit. Ça impliquerait pour le moins, en tout cas, une formation spécifique pour les policiers concernés, parce que ça peut vite se transformer en catastrophe. C'est pas des cascadeurs professionnels, les policiers. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Et les cascadeurs professionnels travaillent avec des cascadeurs professionnels, et même une super formation des policiers en face d'eux. Ils n'auront de toute façon pas des conducteurs professionnels. Donc le risque, il est énorme. Mais est-ce qu'on ne fait rien parce qu'il y a un risque, ou est-ce qu'on fait quelque chose parce qu'il faut réagir, parce qu'on rappelle que les refus d'obtempérer sont extrêmement nombreux et de plus en plus nombreux. Donc, et que les rodéos urbains sont une catastrophe quand même pour les personnes qui sont confrontées à ça. Les rodéos urbains, en effet, posent différents problèmes. Mais l'un des principaux problèmes, c'est que, en effet, vous avez des victimes collatérales. J'ai vu qu'il y avait une petite fille de 6 ans qui, à Rouen, s'est faite renverser il y a 3 jours ou 4 jours à l'occasion d'un rodéo urbain. Donc ça, c'est quand même le premier. C'était des voitures, voilà, donc c'est quand même un sujet en soi qui nécessite que peut-être on commence à élever un peu le niveau de la réponse policière en la matière. Alors, qu'il faille former les policiers, ça je suis d'accord. En l'occurrence, ça c'est évident. Ça, si on veut véritablement mettre en place ce qui est mis en place au Royaume-Uni, ça nécessitera de les former. Ensuite, quand même, ça traduit une impuissance quand même de la force publique et de l'État à un moment donné à assurer ce que l'on appelle l'ordre public dans un régime où quand même c'est un moyen de vivre de manière paisible sans être mis en danger par finalement des actes qui sont des actes délictueux. C'est une vraie problématique à laquelle il est difficile de répondre. Et deuxièmement, c'est que quand même les parents ont une responsabilité. Je suis désolé, mais enfin 3 gamins qui se retrouvent à minuit sur une mobilette ou sur un scooter, quelque part, ça interroge. Alors j'ai vu un élu PC du 20e qui était le cousin de cette fête d'une des familles et qui disait, vous comprenez, c'est la semaine du fin de Ramadan, donc c'est festif, donc ils sortaient de la mosquée, donc il faut les comprendre. Ça a été l'explication qui a été donnée par ça. Mais bon, au-delà de ce contexte précis, les refus d'obtempérer sont de plus en plus nombreux et la police est assez démunie. Un mot ? Petite réflexion parallèle, mais c'est lié, c'est la question de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Si on levait cette question-là, comme ces rodéos sont souvent le fait de défis, et défis pour les publier sur les réseaux sociaux et pour se valoriser, on relevait la question de l'anonymat, on pourrait aussi poursuivre les gens et ça donnerait peut-être moins l'envie de faire les malins et de s'afficher. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les 4. Dans un instant, l'émission Média, on va parler de Pékin Express. On aura les gagnants avec nous. À tout de suite.